Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse maçonnique de la saison 2 de Squid Game. Ce contenu sera full spoiler sur la saison 2, donc je considère que si vous continuez, soit vous l'avez déjà vu, soit vous acceptez d'être spoilé. Avant toute chose, pensez à vous abonner et activer les notifications si vous souhaitez en apprendre plus sur la franc-maçonnerie. J'ai conscience que faire l'analyse maçonnique de cette série est dérangeante pour certains. J'ai d'ailleurs été beaucoup attaqué par des francs-maçons pour la première analyse de la saison 1. Je suis franc-maçon depuis plus de 20 ans, j'ai beaucoup étudié le sujet et je m'appuie sur les connaissances accumulées avec le temps. Mais la parole ne suffit pas et je vous donnerai un maximum de preuves de ce que j'énonce. Preuves que vous pourrez vérifier par vous-même pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et je vous invite surtout à rester jusqu'au bout, à ne pas louper les 5 dernières minutes pour ne pas louper la vraie conclusion. Je ne le dis pas pour le watch time, au pire, si le contenu ne vous plaît pas, allez directement aux 5 dernières minutes, mais c'est vraiment l'élément essentiel de la vidéo. Et surtout, ce que vous allez entendre aujourd'hui est la suite de mon analyse de la saison 1. Il est nécessaire que vous l'ayez entendu car je ne reprendrai pas les explications de la saison 1 ici. Je vous invite donc à voir ou écouter cette première analyse. Je vous mets le lien en description, mais je vous invite à ne pas écouter la conclusion de cette première analyse. Les 5 dernières minutes, nous les conclurons ici. Cette première vidéo a d'ailleurs été reprise par le célèbre youtubeur Mysteria, spécialisé dans l'ésotérisme, et par d'autres d'ailleurs, notamment Arcana, qui a fait un très bon commentaire. Ils ont beaucoup apprécié cette vidéo et cette lecture symbolique, et je vous mets en lien la vidéo de Mysteria qui reprend cette analyse. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je mettrai un maximum d'illustrations, et pour ceux qui nous écoutent en podcast, ne vous inquiétez pas, je détaillerai un maximum. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il faut savoir que l'analyse de la première saison était plus complexe, nécessitait des connaissances pointues et il en est autrement ici. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à comprendre et les références le sont aussi. Pour rappel, c'est devant le succès international de la saison 1 que cette saison 2 est née, avec une ouverture plus large sur le monde. Je pense donc que le réalisateur a voulu rendre aussi son message plus accessible. Avant de parler du contenu en détail, on remarque qu'il n'y a que 7 épisodes dans cette saison contre 9 dans la saison précédente. En franc-maçonnerie, les chiffres sont reliés à des grades. Le 3 pour celui de l'apprenti, et qui est aussi le chiffre qu'on associe le plus à la franc-maçonnerie. Le 5 pour le compagnon, le 7 pour le maître, et le 9 est associé pour les grades après la maîtrise. Comme je l'ai démontré dans la précédente analyse, la saison 1 trace le parcours du héros de son entrée en maçonnerie jusqu'au haut grade. Donc le chiffre 9 est particulièrement adapté. Mais là, 7, c'est étrange, car ça renvoie à la maîtrise, donc finalement à un degré inférieur. Mais on verra par la suite que c'est tout à fait normal d'être passé sur le 7. On notera aussi que dès la sortie de la saison 2, la saison 3, qui sera la dernière, est annoncée. Comme si on ne voulait pas rester sur la dualité du 2, mais rentrer dans le ternaire typique de la franc-maçonnerie. Pour tous ceux qui penseraient que le choix du nombre d'épisodes est un hasard, je vous invite à aller voir les autres productions de Netflix. On est quasiment toujours sur des nombres pairs d'épisodes. Souvent 8, parfois même 10, voire 6, mais je vous mets au défi de trouver des séries avec 9 ou 7 épisodes. On est aussi surpris de voir que la série prend beaucoup plus son temps. Il n'y aura ici que 3 épreuves, alors qu'il y en avait 6 dans la saison précédente. Là encore, cela a tout son sens et nous verrons pourquoi. Une fois passé ce cadre global, rentrons dans l'histoire. Nous avons laissé le héros, Gi-Yoon, entrer dans les hauts grades de la franc-maçonnerie à un tournant important de son parcours. Soit poursuivre son chemin en prenant l'avion, et possiblement par la suite poursuivre son chemin initiatique à l'image du maître du jeu qui est un ancien gagnant de Squid Game, soit se détourner de son chemin. Encore une fois, si vous n'avez pas toutes ces infos, allez voir mon analyse de la saison 1. Dès les premières minutes, on le voit assumer son choix et refuser de progresser. Il quitte le lien avec l'organisation, symbolisé par la puce, et il abandonne la couleur rouge que l'on associe au haut grade. On parle de loge bleue pour les 3 premiers grades et généralement le rouge, puis d'autres couleurs d'ailleurs pour les autres grades. La série se passe 3 ans plus tard. Oui, dans la série, il y a toujours une obsession pour les chiffres 3, 5, 7 et 9 d'ailleurs, mais est-ce vraiment étonnant? Donc, on est 3 ans plus tard. Beaucoup de personnes sur Internet font remarquer que le héros semble avoir bien plus de 3 ans de plus. En pratique, le tournage de la saison 1 a commencé en juin 2020 et celui de la saison 2 en 2023. On est bien 3 ans plus tard. Mais pourquoi avoir donné une apparence si différente et si vieille à l'acteur? D'une part, pour montrer son évolution. Il a vieilli, il a mûri, il n'est plus le même.
Personnellement, j'y vois aussi une référence à l'âge maçonnique. Je vous le disais, les chiffres 3, 5 et 7 sont associés aux grades d'apprenti, de compagnon et de maître. On les retrouve plusieurs fois dans ces grades et notamment au niveau de l'âge. Ainsi, on dit que l'apprenti a 3 ans, quel que soit son vrai âge. Dire que le héros a ici 3 ans, c'est instiller l'idée qu'il est redevenu apprenti. D'ailleurs, il existe une devise très célèbre en franc-maçonnerie qui dit que l'on est d'éternels apprentis ou toujours apprenti. On va même jusqu'à le broder sur certains tabliers. Donc, est-il redevenu apprenti ou est-il un éternel apprenti? On le verra plus tard. D'ailleurs, s'il a tourné le dos au haut grade, on pourrait se dire qu'il a tourné le dos à la franc-maçonnerie. Cela serait logique qu'il repousse tout en bloc. On verra plus tard que ce n'est pas le cas. Très tôt, on le voit dans son repère. On sonne à la porte et c'est le maître du jeu qui lui apparaît. Il incarne, comme je l'ai démontré de la précédente analyse, le 30e grade, le Kadosh, un grade de vengeance, d'où sa couleur noire, qui est aussi celle de ce grade. Le maître du jeu tient dans sa main 2 têtes coupées, 2 des amis du héros morts dans le premier jeu. Pourquoi uniquement 2, puisqu'il y a beaucoup d'autres qui sont morts, et pourquoi des têtes coupées tenues ainsi? Quiconque a déjà emprunté le chemin des hauts grades maçonniques est directement saisi par cette image qui est semblable à une des images d'un grade que l'on appelle le grade d'élu. Pour faire simple, et ne pas tout dévoiler de la franc-maçonnerie. Dans ce grade d'élu, on part à la recherche de 3 traîtres qui ont commis un crime, puis leur tête est ramenée coupée comme preuve de leur mort. Dans la série, on voit 2 têtes, le 3e traître étant le héros de qui le maître du jeu vient chercher la tête. Ce n'est finalement qu'un rêve, mais justement le fait que ce soit un rêve montre bien que le héros se sent comme un traître par rapport à l'organisation. Il pourrait tout envoyer balader, mais non. On verra qu'il reste assez fidèle à son initiation. L'histoire avance et l'on comprend que depuis 3 ans, il recherche les organisateurs. C'est d'ailleurs étrange, avec tous les moyens qu'il met en œuvre, qu'il ne les ait pas retrouvés la première ou deuxième année, puisque les Squid Games semblent annuels. Il indique qu'il veut intensifier les recherches car nous sommes aux alentours de la date du jeu. Et l'on voit furtivement un calendrier, nous sommes le 19 juin, c'est-à-dire juste avant la Saint-Jean d'été, qui est la date de la fête d'ordre des francs-maçons. La franc-maçonnerie moderne est née le 24 juin 1717 et chaque année, depuis lors, on fête cette naissance en prenant en référence la Saint-Jean, qui est une date chargée de sens. Donc très logiquement, les Squid Games, symbolisant un grand événement maçonnique, ne pouvaient se passer à un autre moment de l'année. Même si on le verra, cette année particulière, il faudra attendre le 31 octobre pour que cette fête ait lieu. Ce choix d'Halloween, même si elle réfère à une ancienne fête celtique prisée de quelques maçons, n'est à mon avis qu'un choix pour l'internationalisation de la série, car c'est une fête populaire, surtout aux États-Unis, sans être une fête religieuse. On voit ensuite rapidement le background de certains futurs participants du jeu. On voit notamment un épisode intéressant concernant le recruteur. Il propose à des SDF du pain ou des jeux à gratter et fait la morale sur les choix qui sont faits. Ce n'est pas du recrutement, car juste avant on le voit faire une séance de recrutement classique, on le voit ici essayer, plutôt avec les SDF, de leur donner une leçon. Ça ne semble pas être une action de son organisation, mais plutôt une initiative personnelle, et on le voit réellement s'énerver, être en rage, suite à la frustration que la leçon ne soit pas comprise. C'est vraiment de rage qu'il piétine les pains, et non pas par sadisme, regardez bien son expression. Cette scène, qui peut paraître étrange et anodine, me paraît très intéressante, car elle montre que, dans cette saison, on va en apprendre plus sur l'organisation derrière les Squid Games. Et on voit que ceux qui y participent ne sont pas foncièrement mauvais. Ils ont une certaine règle de conduite, ils aimeraient que l'humanité s'améliore et venir en aide aux autres. Même si sa méthode n'est pas bonne, ici, et son ton très paternaliste, son souhait est de venir en aide. Ça pourrait être une très bonne analogie avec la franc-maçonnerie qui anime de nombreuses actions caritatives et aide les gens sur le chemin de la vertu, même si son ton peut parfois aussi paraître paternaliste. Pour rappel, dans l'instruction de l'apprenti maçon, on dit que l'on vient ici pour construire des temples à la vertu et des cachots au vice, le jeu étant bien sûr un vice. Quand le recruteur fait prisonnier ceux qui le suivent, il ne se venge pas, il ne s'en débarrasse pas. Non, il leur fait faire un jeu, la roulette russe. Alors même qu'il n'y a pas de caméra. Ce n'est donc pas pour distraire les VIP, mais parce que c'est son mode de vie, les règles qui régissent l'organisation. On montre ici qu'il n'est pas juste un employé de l'organisation, il vit selon les règles de cette organisation. On peut faire l'analogie avec un vrai franc-maçon qui, au-delà des réunions maçonniques, vit en suivant ces règles. Il existe d'ailleurs un code maçonnique qui édicte un certain nombre de règles à appliquer en dedans comme en dehors. Si ces règles sont vertueuses et ne parlent pas de jeu, on ne peut qu'y voir une analogie avec le recruteur qui suit au dehors ce qu'il a appris dedans. Un morceau du rituel maçonnique dit d'ailleurs qu'il faut porter au dehors les vérités que nous avons acquis à l'intérieur.
Quand le héros croise le recruteur, il lui demande d'être mis en contact avec ses supérieurs. Le recruteur révèle qu'il a gravi les échelons. Il dit exactement cette phrase, il a gravi les échelons, et qu'il est finalement assez haut dans la hiérarchie. Et que même si le héros a gagné le jeu, il est en dessous de lui dans cette hiérarchie. Le recruteur lui propose de jouer, suivant à nouveau les règles de l'organisation. Et là encore, sans caméra. Le héros, lui aussi, suit les règles. Même quand il récupère l'arme et qu'il a la possibilité de se débarrasser du recruteur, il préfère aller au bout du jeu. Il est prêt à mourir plutôt que d'enfreindre les règles. Il nous montre qu'il fait bien partie de l'organisation, même à un rang inférieur, et qu'il compte bien suivre les règles. Pour l'analogie avec la franc-maçonnerie, s'il souhaite rencontrer les supérieurs, voire démanteler les hauts grades, il ne souhaite nullement abandonner la maçonnerie. Il suit au contraire les règles, et c'est en tant que maçon qu'il veut réformer ou démanteler le système. Et non comme un pirate qui voudrait tout détruire, il ne renie pas ce qu'il est devenu. Je l'ai déjà démontré dans la première analyse, le jeu, c'est la loge bleue, c'est-à-dire la loge des 3 premiers grades, apprenti, compagnon et maître. Les organisateurs, ceux qui tirent les ficelles, sont les hauts grades, et les VIP étant les grades les plus hauts, les grades dorés, c'est-à-dire 31, 32 et 33. Dans la limousine blanche, où il est emmené, dont la plaque d'ailleurs comporte 3 fois le chiffre 7, le maître du jeu est illustré par la tirelire cochon, dorée, dont les yeux sont en équerre et les pieds posés sur un damier blanc. Le héros indique vouloir faire arrêter le jeu, ce à quoi il est répondu que le jeu n'est qu'un cadre créé où chacun choisit d'y participer ou non. Après avoir voulu tricher, aller contre les règles, avec son pistolet et les complices qui le suivent, le héros se ressaisit et comprend que c'est en suivant les règles qu'il pourra faire bouger les choses, et il demande alors à participer à nouveau. Et on le verra à la fin, ne pas suivre les règles, ne pas suivre le code, amène toujours le héros à sa défaite. La référence à Matrix, à ce moment, est aussi intéressante, comme on sait à quel point Matrix sert de théorie à de nombreux courants. On trouve même des planches qui font un parallèle entre la franc-maçonnerie et Matrix, et même un numéro spécial d'une très sérieuse revue de recherche maçonnique. On voit aussi que dans cette saison, on met 2 épisodes avant de retourner dans le jeu, alors qu'il y a 2 épisodes de moins. Et il n'y aura que 3 jeux et non 6 comme dans la précédente saison, illustrant les 3 grades des loges bleues. De la même manière, malgré leur évocation dès l'épisode 2, on ne reverra pas les VIP, qui représentent, comme je le disais, les grades 31, 32 et 33, c'est-à-dire les véritables dirigeants. On ne verra pas non plus le jeu du calamar, dont la série tient pourtant le nom et qui devrait forcément être central. Mais on voit bien que le sujet n'est pas là, que le jeu n'est d'ailleurs pas vraiment le sujet de cette saison. On se concentre sur les personnages, nouveaux comme anciens, leur motivation et le fonctionnement de la loge bleue. Et si cette saison est focalisée dessus, il y a fort à parier que la 3e saison se focalisera sur les hauts grades, leur organisation et ceux qui dirigent vraiment. Dans l'épisode 2, on découvre l'histoire d'une femme qui va recevoir une carte de visite pour participer, mais sans passer par le jeu du recruteur. Y aurait-il d'autres méthodes de recrutement ? Non, et cela aurait été étrange, car pour garder l'analogie avec la franc-maçonnerie, on ne peut entrer qu'en suivant la même procédure, on est tous sur un pied d'égalité. Il existe pourtant des cas particuliers en franc-maçonnerie où ce n'est pas le cas. Un de ces cas particuliers, c'est ce qu'on appelle les frères à talent. La pratique est moins courante aujourd'hui, mais on recevait francs-maçons, certains membres de moins noble origine, pour les faire travailler pour la franc-maçonnerie. Ils étaient payés pour cela. Alors je vous vois venir. Pas de frères à talent pour faire des coups tordus. En pratique, les frères à talent étaient servants, musiciens ou cuisiniers ou d'autres savoir-faire qui pouvaient être intéressants. Ils recevaient le grade pour pouvoir assister aux réunions où on avait besoin d'eux, mais généralement pas dans une cérémonie comme pour les autres, et sauf cas exceptionnel, ils ne pouvaient pas monter en grade. Et c'est exactement ce que sont les personnages masqués en rose. C'est une des interrogations que j'avais dans la première analyse. La petite pierre qui m'embêtait car elle gênait mon analyse. Que sont véritablement les hommes en rose? S'ils sont des hauts grades, ils devraient être passés par le jeu et gagnés. Vu le nombre qu'ils sont, c'est impossible. En fait, et la fin de l'épisode 2 nous le montre bien, ce sont des frères à talent au service des hauts grades. Pratique tout à fait licite au XVIIIe siècle, et après d'ailleurs, car il n'y avait pas que dans les 3 premiers grades qu'il y avait des musiciens et des servants. La femme que l'on suivait fait bien partie de cette catégorie. Elle n'est pas riche, n'a pas gagné le jeu, elle est payée pour servir les hauts grades. Le héros se réveille de nouveau dans le jeu, dans la loge donc. Il porte à nouveau son numéro de la dernière fois, le 456. J'ai déjà évoqué dans ma première analyse l'importance de ce chiffre. Il aurait été étrange qu'il en change cette fois. Un des éléments que j'ai trouvé les plus étonnants dans cette nouvelle promotion, c'est leur diversité. Tout d'abord, cela renforce l'idée qu'il s'est passé bien plus de 3 ans et que la population a bien changé et est bien plus diverse. On y voit des jeunes avec des références de pop culture comme Thanos, des influenceurs, des adeptes des crypto-monnaies, une personne trans, une femme enceinte, une mère et son fils, etc. En plus, bien sûr, des archétypes traditionnels.
Des personnages beaucoup plus dans l'opposition, qui n'hésitent pas à interpeller les gardes, surtout au début. C'est beaucoup plus divers et plus ancré dans la réalité et dans la société actuelle. Et aussi, c'est beaucoup plus proche de la composition réelle des loges qui est à l'image de la société. Dès le début, on rappelle que c'est la confiance qui a fait faire venir les participants. On leur fait signer leur consentement, on leur dit qu'après chaque jeu, ils pourront même voter et partir s'ils le souhaitent. Nouvelle analogie intéressante car en franc-maçonnerie, on signe effectivement un engagement en entrant et à tout moment, on peut réellement partir. On peut faire ce choix librement sans être inquiété, tout comme le héros n'était nullement inquiété quand il est sorti. Puis le premier jeu peut commencer. 1, 2, 3 soleil. Je l'avais déjà démontré dans la première analyse, ce jeu symbolise bien le grade d'apprenti par le nombre 3, mais aussi par divers aspects. Je vous renvoie sur le sujet sur ma précédente vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que 456 veut prévenir tout le monde des règles et éviter l'apprentissage sur le tas avec toutes les victimes que cela aurait créé. Maintenant qu'il y a la règle de pouvoir sortir quand on veut et de pouvoir partir avec de l'argent, il veut finalement non pas changer les règles du jeu, mais expliquer à tous comment gagner. Il veut finalement rendre la maçonnerie plus accessible. Et c'est l'analogie parfaite des luttes passées et actuelles dans la franc-maçonnerie. Certains pensent que c'est une élite qu'il faut conserver et d'autres qu'il faut démocratiser. Ainsi, quand le grade de maître est apparu au XVIIIe siècle, il était dit que pas un franc-maçon sur 100 n'aurait la possibilité et les moyens d'accéder à ce grade. Puis, il s'est largement démocratisé, au point qu'aujourd'hui, un maçon sur 2 devient maître. Finalement, 456 serait en train de moderniser le jeu et la maçonnerie, car cela peut être utile au plus grand nombre. Pour 1, 2, 3 soleil, il ne sera que partiellement écouté, même si plus de personnes en réchappent que la première fois. Même si l'ignorance et le fanatisme de certains reprocheront au héros son intervention et l'empêcheront d'aller au bout de sa réflexion en arrêtant le jeu lors du choix, il devra alors se résigner et continuer à jouer. Lors de cette épreuve, on apprend que les gardes ont aussi un numéro et la fille que l'on suivait dans l'épisode précédent est le 11. C'est une servante des hauts grades. Regardons si le 11e grade de la franc-maçonnerie nous apprendrait quelque chose sur elle. Et il se trouve que le 11e grade est celui de sublime chevalier élu. C'est le dernier des grades d'élus, car oui, il y en a plusieurs. C'est un grade qui récompense ceux qui ont châtié les traîtres. Vous vous souvenez, ceux avec la tête coupée dont je vous parlais tout à l'heure. Le rituel dit notamment que ce qui caractérise ce grade, c'est qu'il est discrètement charitable. C'est exactement ce qu'est numéro 11. Elle châtie ceux qui doivent être châtiés et est discrètement charitable car elle élimine les agonisants. On découvre aussi numéro 1 qui est en fait le maître du jeu, qui souhaite que le jeu se poursuive et pour cela va se mêler aux autres pour influencer de l'intérieur. Tout comme le numéro 1 dans la première saison. Pour rappel, même les francs-maçons des hauts grades doivent continuer à fréquenter leur loge bleue, c'est normalement une obligation. Pas étonnant donc de le voir ici et qu'il se rapproche de 456 pour l'épier et agir au besoin. Dans l'épisode 3, entre les cercueils et la pression qui est faite sur le garde 11, on s'aperçoit que le trafic d'organes, déjà évoqué à la première saison, a repris de plus belle, mieux structuré, mais toujours à l'insu des organisateurs. C'est une branche pourrie du système, et ce système d'ailleurs peut nous sembler pourri, mais il a déjà une vraie structuration, des vraies règles. Il y a une certaine droiture dans cette organisation, quoi qu'on en pense. Mais ces trafiquants dénaturent cette rigueur et en tirent avantage. Là encore, on peut y voir la franc-maçonnerie, rigide dans ses règles et ses principes, même si de nombreuses personnes ne la comprennent pas. Et en son sein, une petite faction qui tire avantage malsain de ces règles de fonctionnement. Surtout qu'en l'absence du maître du jeu, le chef, qui ne semble pas être un servant, peut en tirer parti. Dans le dortoir, le héros explique le jeu à venir. Il précise que la forme à privilégier, c'est le triangle. À vrai dire, dans le jeu, la figure la plus simple, c'est le carré. Le triangle n'a effectivement que 3 côtés, mais ses pointes sont assez fines et risquent de casser. Le meilleur choix, en termes de facilité et gestion des risques, c'est indubitablement le carré. Pourtant, il vante les mérites du triangle. Quand on sait la place qu'occupe le triangle de la franc-maçonnerie, ce n'est pas si étonnant. Il croit dans le triangle. C'est une vraie croyance, car, comme on l'a vu, c'est le carré, le choix rationnel. Il croit donc au final au système. Reste un maçon convaincu qui veut faire évoluer le système. Et dans son rêve, 456 voit une figure de triangle qui n'est pas sans rappeler le triangle radieux des maçons. Mais quand il arrive au deuxième jeu, ce n'est pas le même. Le scénario nous fait changer de jeu. Et c'est extrêmement logique, même si on ne le comprend qu'à la fin. Alors que les 6 jeux de la première saison étaient les étapes, comme je l'ai expliqué dans ma première analyse, ici, chaque jeu renvoie à un grade. 1, 2, 3 soleil à celui d'apprenti comme démontré. Donc dans ce cas, ce deuxième jeu devrait être celui du compagnon. Et le troisième, le prochain, celui du maître. Je vous l'ai dit, qu'est-ce qui caractérise le compagnon? C'est le chiffre 5. Et que voit-on ici? Que des 5. 5 épreuves à faire à la suite, 5 membres par équipe, ils ont 5 minutes. D'ailleurs, ce jeu se termine à l'épisode 5.
Par ailleurs, les 5 jeux pourraient facilement être assimilés à 5 éléments très spécifiques du grade de compagnon, mais cela prendrait trop de temps et serait trop technique pour les expliquer ici, mais les francs-maçons qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent bien ce que je veux dire. Sur le sol est un cercle où les candidats doivent tourner, comme on tourne dans la loge, dans le même sens d'ailleurs. Et au sol, ce qui pourrait être un arc-en-ciel, mais je vous rappelle qu'un arc-en-ciel, c'est 7 couleurs. Là, il n'y en a que 5. Et il existe justement une cérémonie du grade de compagnon avec 5 couleurs. Et si vous aviez encore un doute sur le fait que le jeu soit une épreuve pour le passage au grade de compagnon, regardez la position des gardes derrière leur table. C'est exactement la même que le premier surveillant en charge des compagnons dans la loge. Et pendant la cérémonie du passage au compagnon, le candidat tourne en rond dans la loge, d'un pas mal assuré, et s'arrête devant le plateau, c'est-à-dire devant la table du premier surveillant. C'est vraiment saisissant pour quiconque l'a vécu. Personnellement, ça m'a vraiment frappé. Après cette épreuve, il y a de nouveau un vote, de nouveaux échanges musclés. Numéro 1, qui est le maître du jeu, se rallie au vote pour sortir. Il débute d'ailleurs le vote et se fait le porte-parole de la vision de 456, de réformer le jeu en permettant à tous de sortir avec de l'argent. Est-ce que lui aussi devient progressiste? Il veut faire évoluer le jeu, ce qui expliquerait qu'il ait mis en œuvre une nouvelle règle du vote? Ou il est simplement cynique et veut démontrer à 456 que les vices de l'humain le perdront toujours, même si on lui donne la possibilité d'en sortir. Même à la fin de la saison, on n'aura pas pleinement la réponse. Si on se fie juste au jeu d'acteur, il semble sincère. Dans tous les cas, le résultat reste le même. On sait que la maçonnerie est tiraillée par divers courants qui l'amènent petit à petit à évoluer. Les échanges n'auront de toute façon servi à rien, le vote se fait et le jeu continue. Le deuxième jeu étant passé, voici donc tous les candidats devenus compagnons. Arrivé à ce stade, si vous n'êtes pas franc-maçon et voulez comprendre la suite, mais aussi peut-être certains éléments déjà évoqués, je dois vous parler du cœur du sujet de la maîtrise en franc-maçonnerie et de quelques grades suivants. Au grade de maître, on découvre l'histoire de 3 compagnons qui ont assassiné l'architecte. Le maître découvre ce fait, puis les grades d'élus, qui arrivent juste après, dont j'ai déjà parlé, vont à la recherche de ces traîtres pour les châtier. Le maître apprend que ces 3 mauvais compagnons personnifient l'ignorance, l'ambition et le fanatisme. Revoyez toutes les scènes dans le dortoir, et notamment celle du 5e épisode, quand ils sont au grade de compagnon. Et vous verrez combien ce sont justement l'ignorance, l'ambition débridée et le fanatisme qui sont à l'origine de toutes les tensions. Arrive le 3e jeu, encore un nouveau jeu, normal puisqu'il incarne le grade de maître. Vous allez me dire que pourtant, là, on ne voit pas le numéro 7, chiffre du maître dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas cette symbolique qui est utilisée. Vous vous en doutez, un grade ne se limite pas à un symbole ou à un chiffre, il y a plein de symboles. Le symbole qui incarne le mieux le grade de maître, c'est un cercle dans un point. C'est un symbole qui est d'ailleurs longuement décrit et utilisé dans le livre Le symbole perdu de Dan Brown. J'ai d'ailleurs fait une analyse de la série qui en est dérivée, je vous invite à l'écouter. Le cercle dans un point, on le retrouve dans de très nombreuses représentations. Cela fait partie des symboles majeurs qui ne sont pas très connus du grand public, à la différence de l'équerre et du compas par exemple. Le jeu du manège est très régulièrement filmé de haut. On y voit bien la pièce ronde et tout le monde qui se tient en son centre. Quand la plateforme arrête de tourner, chacun doit aller dans une des 50 cabines qui se trouvent à la circonférence. Pour un maçon, il est vraiment difficile de faire un jeu qui évoque plus encore le grade de maître. Une partie du rituel de maître dit que l'on cherche le centre. On y répond « qu'est-ce qu'un centre ?» Et la réponse est un point situé à égale distance de tous les points de la circonférence, point à partir duquel un maître maçon ne saurait s'égarer. Et effectivement, ici, dans ce jeu, ceux qui ont réussi cette épreuve, en partant du centre, ne se sont pas égarés en rejoignant la circonférence. À l'issue de ce jeu, ils ne sont plus que 100. 456, le héros, dit que le vote est important. On voit bien que 456 veut continuer en suivant les règles. Il va laisser faire le vote, qui, on le redit, à ce moment-là, est démocratique. Et on sait combien les francs-maçons tiennent au vote démocratique. Je rappelle que dans cette saison, la raison première pour laquelle certains veulent rester, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la cagnotte. À ce stade, ils peuvent tous avoir 356 millions de won, ce qui fait environ 230 000 euros. De son côté, 456 a gagné lors du premier jeu 45,6 milliards de won, c'est-à-dire près de 30 millions d'euros. Même ayant déjà dépensé une bonne partie, il aurait pu proposer un bonus significatif à chaque participant pour faire franchement pencher la balance. Mais ce sujet n'est même pas esquissé, car il veut avant tout suivre les règles, comme si la récompense ne pouvait pas venir de l'extérieur. Le vote est à 50-50, grâce au maître du jeu. Une fois encore, une vraie volonté d'aider 456, ou est-ce qu'il sait très bien que ce vote va provoquer le chaos? Et je vous rappelle que la devise des hauts grades, dont on parle depuis le début, c'est Ordo ab Chaos, l'ordre à partir du chaos.
D'ailleurs, la mutinerie était anticipée puisque bien des minutes avant, des gardes armés sont appelés pour le jeu spécial. D'ailleurs, dans cette annonce, on comprend qu'il y a plusieurs sortes de personnes dans l'organisation. Les gardes armés qui vont au combat, les travailleurs et les cadres. Si les soldats armés et les travailleurs sont bien des frères à talent ou des frères servants, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question se pose pour les cadres. Est-ce que ce sont eux aussi des employés ou est-ce qu'ils font partie intégrante de l'organisation et la dirigent? Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'ignorance, l'ambition et le fanatisme, en revoyant la scène d'après-vote. Ce sont bien ces trois vices qui sèment le chaos dans les toilettes, puis dans le dortoir. En beau connaisseur des règles et de la devise Ordo ab chaos, le héros sait que les esprits vont s'échauffer et que les gardes vont intervenir. Mais il ne souhaite pas apaiser les choses, mais il veut en tirer profit pour pouvoir mener une mutinerie et détruire l'organisation. Il est prêt à sacrifier des personnes de son camp, il va à l'encontre des règles, il va à l'encontre même de ses propres règles. Et comme à chaque fois qu'il ne respecte pas les règles, cela va échouer. Même si j'utilise le canal 7 des Tokyo Walkie, chiffre de la chance et des maîtres, car je rappelle qu'à ce moment, ils sont tous maîtres, donc pas étonnant qu'ils utilisent ce chiffre, on voit bien que le réalisateur aime cette symbolique des chiffres. Vous noterez que je n'ai pas parlé du policier, frère du maître du jeu, qui, avec le marin et les mercenaires, recherche l'île. C'est parce que je pense que cette intrigue secondaire, jusque-là, n'avait pas d'intérêt que pour maintenir un rythme en alternant avec les différentes phases du jeu. Mais l'intérêt scénaristique est assez faible. On notera juste que cette tentative de triche, dans le sens qui ne respecte pas les règles de l'organisation, mène aussi à un échec. Après une interminable fusillade à travers le lieu, numéro 1 se dévoile. En premier lieu, en prenant le Tokyo Walkie et en repassant sur le canal de l'organisation, si vous êtes attentif, vous verrez que c'est le canal 11. Le réalisateur aime vraiment les symboliques numériques pour faire passer des messages. Le 11, ici, peut référer à plusieurs choses. Soit le grade de sublime chevalier élu dont j'ai parlé tout à l'heure, grade qui récompense ceux qui châtient les traîtres, ou plus généralement, les hauts grades assez hauts placés au-delà du 9. Je rappelle que 3 pour l'apprenti, 5 pour le compagnon, 7 pour le maître, 9 pour l'entrée dans les hauts grades, donc logiquement, le 11 vient après. L'organisation suit ses propres règles. Ceux qui ne sont pas dans le dortoir sont éliminés, comme l'annonce la voix. Même ceux qui se rendent sont éliminés, car la reddition n'est pas une option proposée par la voix. Puis le maître du jeu apparaît au héros, mais avec son masque. Il ne dévoile pas qu'il était en fait 001. Il insiste bien sur le fait que le héros ait joué son propre jeu de héros, et donc sans suivre les règles du jeu. Tous ceux qui l'ont suivi sont morts. 456, lui, reste vivant. Et le jeu semble se poursuivre puisque la voix annonce que le joueur 390 est éliminé. C'est ainsi que finit la saison. Enfin, pas tout à fait. J'espère que vous avez vu la scène cachée. La poupée d'un de trois soleils est face à celle d'un petit garçon. Un passage à niveau passe du rouge au vert. C'est donc le prochain jeu qui commence. L'ordre de l'organisation ne s'arrête pas pour une simple insurrection, malgré le nombre de morts de chaque côté. Bref, il va falloir la saison 3 pour vraiment conclure. Je vais donc faire deux conclusions rapides, une première sur la saison et une plus globale. Pour conclure sur la saison, prenant la suite de la première explication de la saison 1, Ji-Yoon, le héros, qui est passé par les premiers grades de la franc-maçonnerie, arrive au 18e degré, souverain prince rose-croix, principal grade développé au rite écossais ancien et accepté, de couleur rouge, et grade qui se situe juste avant celui du 30e, le chevalier Kadosh, grade symbolisé par le maître du jeu. Car oui, dans ce système de haut grade, on passe de 18 à 30. Les grades entre les deux sont simplement communiqués et ne font pas l'objet d'une cérémonie en tant que telle. Arrivé donc au stade du 18e, il peut juste rester ainsi et profiter, symbolisé par le fait de prendre l'avion pour voir sa fille. Il peut aussi rejoindre le maître du jeu et lui aussi accéder au grade de chevalier Kadosh. Il refuse ces possibilités et préfère retourner en loge bleue, le jeu, pour détruire un système de haut grade qui lui apparaît pourri et qui d'ailleurs est effectivement gangréné par des trafiquants. Il oscille toujours entre détruire et réformer au fil des différents épisodes. Le maître du jeu, lui-même, sait certainement que les trafiquants gangrènent le système et est prêt à aider Ji-Yoon dans sa volonté de réformer le système pour le rendre plus vertueux. Il a d'ailleurs fait évoluer la règle du vote pour ça et aide Ji-Yoon à plusieurs reprises dans son sens. Mais quand Ji-Yoon arrête de suivre les règles de la maçonnerie, arrête de vouloir réformer, mais veut détruire, alors le maître du jeu arrête de l'aider et stoppe tout, lui reprochant d'avoir joué son propre jeu. Si la première saison avait décortiqué les processus d'initiation et le passage des différents grades, cette saison s'attarde plus sur la psychologie, sur les motivations et les enjeux globaux. Comment tout cela va finir? 456 prendra-t-il la main sur l'organisation? Fera-t-il tout exploser? Ralliera-t-il le maître du jeu à sa cause? Bref, nous le saurons en 2025. Et pour finir, la partie certainement la plus importante, ma conclusion finale. Bon, si vous avez écouté la vraie conclusion de la première analyse, vous savez à quoi vous attendre. Effectivement, tout ce que je dis ici semble cohérent. Je m'appuie sur des éléments réels de la franc-maçonnerie, parfois même sur des éléments historiques peu connus, comme l'histoire des frères à talent, mais ça n'a aucune réalité. Non, je ne pense pas que les scénaristes de la série connaissent la franc-maçonnerie, et encore moins des éléments typiques de la franc-maçonnerie française ou européenne.
Pour information, la franc-maçonnerie est très peu développée en Corée, certainement moins de 3000 maçons, dont la très grande majorité sont en fait des expatriés, notamment américains. La technique dont je me sers est la même que celle utilisée quand on invente des théories du complot. Premièrement, on cherche des correspondances avec des éléments maçonniques, exemple avec la date, le triangle, les chiffres. Deuxièmement, on surinterprète. Ainsi, chaque apparition du chiffre 3, 5, 7 ou 9 devient une référence. Ça fait quand même 4 chiffres sur 10. Presque la moitié. Donc dès qu'un chiffre apparaît, j'ai presque une chance sur 2 de pouvoir le faire entrer dans mon scénario. Et quand finalement c'est 11 qui est utilisé, comme pour le talkie-walkie, je surinterprète que comme c'est un numéro pair et qu'il a suit 9, ça doit quand même vouloir dire que c'est les grades d'après et que ça rentre dans mon scénario. Ou encore dans le jeu numéro 2, quand je parle de la position des surveillants en loge, en pratique, ils sont juste derrière une table, comme les gardes, comme à l'école aussi. Donc rien de particulier. Troisièmement, on va biaiser un peu. Par exemple, le triangle du jeu du biscuit n'a rien à voir avec le delta maçonnique, mais rien n'empêche de le faire croire. Quatrièmement, on fait du cherry picking, c'est-à-dire que l'on va prendre des éléments qui nous arrangent et laisser les autres qui ne vont pas dans notre sens. La date de fin juin m'arrange, pas du tout celle du 31 octobre, donc je l'élimine avec une pirouette. Il était encore plus simple de ne pas du tout évoquer des points qui ne vont pas du tout dans mon sens. Les gardes sont en rose par exemple et non en rouge. Or, il n'y a pas de rose en franc-maçonnerie. Ou par exemple, je laisse de côté une bonne partie des échanges entre 456 et le maître du jeu parce qu'ils ne vont pas dans mon sens. Cinquièmement, on laisse l'imagination de celui qui écoute compléter les trous. Les 5 petits jeux du jeu numéro 2, j'ai vraiment trouvé aucun lien que je pouvais faire avec la maçonnerie et le grade de compagnon. Et j'ai vraiment cherché. J'ai donc balayé le sujet en disant que ceux qui connaissent feront vite le lien. Et voilà, je vous laisse vous-même vous faire votre petite interprétation. Sixièmement, on s'auto-confirme. Vous l'avez peut-être remarqué, je dis régulièrement dans cette vidéo, comme je l'ai démontré auparavant, ou comme je l'ai démontré dans la précédente vidéo. Même si je ne l'ai pas du tout démontré d'ailleurs. Mais à partir du moment où je l'ai évoqué, la plupart des gens ne vont pas vérifier et se baser simplement sur leurs souvenirs. C'est une technique très couramment utilisée par les théoriciens du complot dans leurs livres et leurs vidéos. Mais c'est aussi monnaie courante chez les auteurs maçonniques. Je pense que là où je l'ai vu le plus, de manière le plus flagrante, c'est dans le livre La clé d'Hiram et le numéro 2, le livre d'Hiram. Ils prennent un sujet, par exemple le mot à tel grade, et vont lister les significations possibles, du plus cohérent au plus tiré par les cheveux. Quand ils énoncent la théorie la plus farfelue, ils vont prendre des pincettes du style la prononciation pourrait aussi peut-être faire penser à telle chose. Puis, 10 pages plus loin, on peut lire, comme nous l'avons démontré précédemment, ce mot veut dire telle chose, qui est en fait la théorie la plus farfelue. Voilà un florilège des techniques que j'ai pu utiliser, mais il y en a bien d'autres. Si je peux le faire de manière fluide, c'est parce que j'ai une bonne connaissance de la franc-maçonnerie. Donc, dès que je vois une scène de Squid Game, il suffit que je cherche dans mes connaissances ce qui pourrait avoir un vague rapport ou une similitude. Tout comme pour le troisième jeu, pas de 7, aucun rapport avec la cérémonie de passage de grade de maître, mais je me suis souvenu que dans le rite anglais style émulation, on évoque le cercle et son centre, donc j'ai foncé dessus. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait une pirouette avec les chevaux, les couleurs ou autre chose. Mais le souci, en plus d'être utilisé par des théoriciens du complot ou des auteurs maçonniques, c'est que ces techniques inconsciemment sont aussi utilisées dans les planches maçonniques de certains, qui font des surinterprétations de symboles en s'appuyant sur le fait qu'un symbole peut vouloir tout dire, ce qui est un non-sens, mais un jour je vous ferai une vidéo sur la symbolique maçonnique et sur ce que je combats là, c'est-à-dire la symbologie. Il faut savoir que suite à ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires pour dire que je mentais dans ma conclusion, qu'en fait tout ce que je disais dans ma vidéo était vrai, mais que je voulais juste me dédouaner de révéler tout ça en disant que c'était faux. Je pense que cela va arriver aussi ici. Et on a beau dire, et on a beau tout dire, certains préfèrent le mystérieux complot à la triste réalité. Je me suis pourtant amusé sur les réseaux sociaux à faire la même chose avec des produits du quotidien, comme une boîte de lasagne surgelée, avec les mêmes techniques, mais non, ils restent ancrés sur leur position. Je réfléchis d'ailleurs à en faire des vidéos courtes sur YouTube. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Si vous voulez vraiment savoir le message caché derrière Squid Game, c'est assez simple puisque le réalisateur s'est exprimé dessus, même si c'est assez transparent. Je vous mets en description la vidéo du Huffington Post qui en parle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouveaux contenus sur la franc-maçonnerie, donc abonnez-vous, likez, mettez 5 étoiles si vous écoutez sur podcast, et sur YouTube, pensez à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, X ou TikTok.